Oiseau, bonjour. Philippe Carrez a eu la gentillesse de nous proposer, en fait, sans le savoir, une transition, en fait, quand il a parlé de Bellonor et de la saga Bellonor qui se déroule sur quelques décennies. Eh ben, c'est une excellente transition pour Marseille Confidential, le roman de François Oiseau qui se déroule aussi sur... qui doit se dérouler sur plusieurs décennies, puisque normalement c'est le premier volume d'une trilogie aussi, qui sera peut-être en 5 ou 6 volumes, comme Philippe Carrez, puisqu'il a lancé la mode, pourquoi pas. Le risque est là. Le risque, c'est que ce soit une trilogie en un tome, en fait. Ah, voilà, mais c'est bien aussi, une trilogie en un tome. Donc, Marseille Confidential, pourquoi ce titre qui rappelle un titre de James Ellroy? Il y a 3 ans maintenant, James Ellroy, auteur bien connu de LA Confidential, est venu à Marseille. Il est à l'invitation de la librairie Maupetit où nous sommes, et il se trouve que le directeur de cette librairie, Damien, qui est passé tout à l'heure, je l'ai entreaperçu, le jour de la venue de James Ellroy à Marseille, m'a appelé, enfin quelques jours avant, en me disant: écoute, mon anglais n'est pas terrible, si tu pouvais venir avec moi, on va chercher Ellroy à l'aéroport, et après tu le chaperonneras en ville. Il leur racontera un peu ce qu'on voit, ce qu'est Marseille, un petit peu. Bon. Donc on est allé chercher Ellroy à l'aéroport, on l'a ramené à son hôtel. Il s'est avéré qu'Ellroy avait absolument aucune envie de visiter Marseille, de le découvrir. Mais on a discuté assez longuement. C'est un garçon, contrairement à sa réputation, plutôt sympathique. Il a un humour extrêmement froid, extrêmement décalé, qui fait que parfois je pense qu'il est assez mal compris. Au cours de la discussion, ici, il y a eu un petit rendez-vous à cet endroit même, ici, avec lui, où il a rencontré des gens, il a fait un peu des interviews avec la presse, et il a commencé à dire comme ça: bah, tiens, qu'est-ce que vous faites, les écrivains à Marseille? Moi, si j'étais Marseillais, j'écrirais Marseille Confidential. Après, il a fait une conférence à la Casa, où il a répété un peu cette phrase en disant: vous savez, moi, si j'étais Marseillais, j'écrirais Marseille Confidential. Je l'ai un peu pris pour moi. Et quelques mois plus tard, j'ai commencé à écrire, j'étais sur un autre projet, et je me suis lancé, comme ça n'avançait pas, je me suis dit, ben tiens, si je relevais le défi d'Ellroy et si j'écrivais Marseille Confidential. Et ça fait longtemps que je travaillais sur le milieu, sur les années 30 à Marseille. C'est une période qui me fascine assez, les années 30 en général, et notamment à Marseille. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Saviani, de Carbone Spirito, du clientélisme marseillais. Tout le monde, plus ou moins à Marseille, est censé connaître cette période. Et si vous cherchez bien, il y a très peu d'ouvrages qui parlent, et encore moins de romans, qui parlent de cette période, qui parlent finalement de la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le clientélisme à Marseille. Et je me suis dit, bah, tiens, que c'était intéressant de s'y lancer. Je m'y suis mis, et vraiment, en 15 jours, j'avais déjà pondu 300 ou 400 signes. Ça s'est vraiment enchaîné tout seul. Parce qu'il se trouve qu'en l'occurrence, la réalité dépasse la fiction, et que chaque fois que j'avais un petit souci, on va dire, de dramaturgie dans l'évolution de mon roman, il me suffisait de prendre un canard de l'époque ou de retourner dans mes archives, et je trouvais un élément d'information, un événement totalement incroyable qui dépassait mon imagination. Je vais prendre juste un exemple. Il y a une scène dans le bouquin. Alors à l'époque, ça se passe, pour resituer le bouquin, ça se passe une semaine avant les élections de 1936, d'avril 1936, à l'issue desquelles le Front Populaire allait arriver au pouvoir. Et donc on suit toute la campagne électorale, et le début du bouquin, on a un genre, et ça c'est une histoire vraie en plus, un gardien de la paix est abattu entre le local de campagne de Saviani, donc l'extrême droite, parce qu'il va devenir l'extrême droite, et le local de campagne de Ferry Pisani, qui est le candidat socialiste. Ce gardien de la paix, il est placé par le passiste dans les 2 QG, et il est abattu entre les deux. Qui l'a tué? Mais c'est vraiment arrivé, ce type a été vraiment embêté, on n'a jamais su qui l'avait fait, et je me suis dit, c'est quand même incroyable, comme début de polar, on peut pas l'inventer. Il se trouve qu'à l'époque, il n'y avait pas le CSA, il n'y avait pas les débats télévisés, puisqu'il n'y avait pas la télévision, et donc les débats se faisaient en public, et accueillaient des foules considérables, et vous aviez le droit, pour respecter le temps de parole, quand votre adversaire politique menait un débat, vous aviez le droit de ce qu'on appelait ça, porter la contradiction. C'est-à-dire que vous alliez au meeting, vous aviez un meeting de Saviani, vous étiez François Billou du Parti communiste, vous aviez le droit d'aller au meeting et de porter la contradiction. C'est-à-dire que vous montiez sur scène et on vous laissait un temps de parole équivalent à la personne qui faisait le meeting. Inutile de vous dire, c'était toujours un peu compliqué de réussir à avoir la parole, d'autant que les hommes politiques à Marseille à l'époque étaient toujours accompagnés de gros bras, pour le moins musclés. Et ce que j'ai découvert dans les journaux de l'époque, c'est qu'il y a eu un meeting
près de Place Marceau, qui existe toujours. Enfin, aujourd'hui, c'est un grand rond-point où passent les voitures. Hein. Donc, il y a eu un grand meeting de Place Marceau donc, le 20 avril 1936, où un meeting de Saviani, où François Billoux, le candidat communiste, est venu porter la contradiction. C'était sur une scène ronde, comme ça, et tout autour de la scène, Saviani avait disposé des hommes de Carbone et Spirito, et Carbone, qui revenait d'un voyage de Chicago, parce qu'il était fasciné par Al Capone, avait fait importer des mitraillettes de Thompson, et donc tous ces types, avec les costumes croisés, faisaient le tour de la scène avec des mitraillettes au corps. Hein. Donc toute la scène était comme ça, entourée de nervis, comme on disait à l'époque, armés jusqu'aux dents. Et les communistes avaient décidé de venir porter la contradiction, donc Billoux devait se voir attribuer un temps de parole, et eux ils s'étaient mis dans la foule, des militants, avec des fusils, mais plus discrets. Et quand Saviani a commencé à parler, il avait son temps de parole était d'une demi-heure environ, et il a commencé à parler 45 minutes, 1 heure, et donc les communistes se sont énervés, Billoux a voulu absolument parler, Saviani dit je ne laisserai pas parler les bolcheviks mousquetaires, et à ce moment-là, les communistes ont tiré en l'air, dans la foule, 20 000 personnes. Et qu'ont fait les hommes de Carbone et Spirito? Ils ont répondu en balançant des rafales de mitraillettes en l'air. Vous imaginez dans une foule de 20 000 personnes. Donc tout le monde est parti en courant. Il n'y a pas eu l'ombre d'un blessé, mais voilà comment se passaient les meetings en 1936 à Marseille. C'est des choses que vous ne pouvez pas inventer. En même temps, il fallait mettre une histoire à travers tout ça, avoir un fil rouge pour, même si l'idée était peut-être de raconter Marseille, c'est de la fiction, il fallait bien trouver un récit, une intrigue, quelque chose à mettre au milieu de tout ça. Le pitch, le point de départ du bouquin, c'est l'assassinat de ce gardien de la paix entre deux locaux de campagne. Et bien évidemment, l'enquête va être de savoir qui a assassiné ce gardien de la paix. Et on se rend compte très vite que tout le monde peut être coupable. C'est-à-dire, ça peut être les socialistes, ça peut être Saviani, mais ça peut être tout à fait autre chose. C'est peut-être une affaire de droit commun. On découvre que ce flic, il était quand même relativement véreux, ce qui était le cas d'un certain nombre de flics à l'époque également. Il y a eu en 1937, par la suite, une enquête de ce qu'on appelle aujourd'hui l'inspection générale des services. Mais la corruption policière à l'époque à Marseille, et pas qu'à Marseille, était quelque chose de très développé. Donc, qui a tué ce gardien de la paix? C'est l'enquête qui va être menée tout du long. Donc sa femme, qui est la femme du gardien de la paix, le truc assez, le fil rouge, on va dire, c'est qu'en fait le gardien de la paix n'est pas mort. Il est à l'agonie, hein, et pendant toute la durée du bouquin, on suit un peu son parcours, dans ses souvenirs, il est sur son lit de mort, il attend la mort, et il décide de ne pas lâcher prise, et de lutter contre la mort autant qu'il peut. Et donc on a autour de lui tous ces gens qui virevoltent pour s'enquérir de sa mort, puisque tout le monde a quelque chose à se reprocher vis-à-vis de ce gardien de la paix, qui était indicateur de police, qui travaillait avec un célèbre inspecteur, l'inspecteur Bonny, qui finira Colombo, et qui a aussi joué des rôles importants en France. Donc on retrouve tous ces personnages dans le bouquin. Justement, alors les personnages du bouquin, ce sont essentiellement des personnages réels. La difficulté de les mettre en scène, il a fallu changer les noms, tu as pu en garder certains, comment ça s'est passé? Donc la quasi-totalité, je dirais 95% de ce que je raconte dans le bouquin, ils sont des faits réels, et les personnages sont des personnages réels. J'ai changé les noms pour des raisons juridiques, et quand j'ai changé les noms, c'est parce que je faisais faire à certains de ces personnages des choses qui étaient de la fiction, que j'avais inventées, donc dont je n'étais pas sûr qu'ils l'avaient fait réellement. Pour ce qui est de Carbone, Spirito, Saviani, un certain nombre d'autres, pratiquement tous les faits qui sont apportés sont des faits réels, donc j'ai gardé les noms. Tous les autres personnages sont des personnages qui ont existé. Bon, je viens de parler de l'inspecteur Bonny, c'est un personnage qui joue un rôle assez important dans le bouquin. J'ai changé son nom, je l'ai appelé l'inspecteur Bory, tout simplement parce que je sais que sa descendance est un peu procédurière.